Nous allons commencer. Bienvenue à tout le monde pour cette première session médicale du CREF. Je suis Paul-Simon Puglisi, je suis le chef du service de réanimation de la belle ville de Chalon-sur-Saône qui vous accueille aujourd'hui. Et le docteur Marine Jacquet, qui est praticien hospitalier au CHU de Dijon, et nous allons modérer ensemble cette session médicale dont la thématique principale est l'enseignement de la réanimation, peut-être même au-delà, en tout cas en dehors des CHU. Je crois que c'est le thème essentiel. Peut-être je te laisse présenter les 3 sessions et puis après on commence. Allez, donc effectivement, bonjour à tous. On va commencer, si vous êtes d'accord, même pas d'accord, tant pis. On va effectivement parler d'enseignement, un sujet que j'aime bien et que je connais surtout au CHU. Et Thomas va essayer de nous démontrer comment c'est possible et comment ça va probablement devenir obligatoire de faire de l'enseignement dans les CHG, puisqu'avec l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, même si la communauté médicale n'est peut-être pas encore tout à fait prête, de toute façon, il faudra le faire. Je suis contente d'animer ce débat. Donc on va déjà se focaliser un petit peu sur les ECOS, qui sont un chantier très important au niveau national et en particulier dans les CHU. Et Thomas va nous démontrer comment c'est possible d'enseigner ces ECOS en CHG. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, ça a l'air. Eh bien, rebonjour à tous. Effectivement, l'idée, c'est de vous parler Donc, on a parlé un peu de recherche tout à l'heure, de structuration de la recherche, de structuration d'un projet universitaire. Et là, l'idée, c'est de se focaliser un petit peu sur les étudiants et les études de médecine, puisque les études de médecine arrivent dans les territoires. Pour certains territoires, sont déjà dans les territoires. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu, nous, ce qu'on était en train de mettre en place, d'essayer de mettre en place. Alors, c'est le début, donc c'est vraiment... il y a encore tout à faire, mais de vous parler un peu de la réforme des études de médecine, de l'impact que ça va avoir sur notre manière de former les étudiants, de les évaluer, et de ce que nous, on va pouvoir en retour mettre en place dans les territoires pour y participer. À travers cet exemple-là, donc cette diapositive, vous l'avez déjà vue, puisque je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps. Et je peux la reprendre, puisque dans cette répartition que je vous ai présentée, alors encore une fois, c'est une carte qui présente la démographie des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Et donc là, on peut se focaliser sur les étudiants, et vous voyez que les mêmes inégalités s'appliquent pour les étudiants. Alors, c'est pas spécifique aux études de santé, mais les conclusions sont à peu près les mêmes. Et vous voyez que c'est le cas en Saône-et-Loire, mais c'est aussi le cas à Belfort-Montbéliard. Vous voyez des pourcentages qui sont tout aussi faibles dans les territoires à comparer évidemment à ceux des métropoles, des 2 métropoles sur le territoire régional que sont Dijon et Besançon. Je ne reviens pas non plus sur celle-ci parce qu'on a parlé d'universitarisation, et dans ce terme d'universitarisation, il y a enseignement et territoire, et qu'il y a une volonté de nos instances et de se concentrer sur ces problèmes, ou en tout cas d'essayer d'y apporter des réponses avec proposition de travailler ce modèle d'universitarisation, encore une fois probablement à adapter à chaque territoire, et de travailler ce lien avec les collectivités pour pouvoir porter ces projets. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas que moi qui le dis, et c'est surtout pas moi qui le dis, parce que moi, je ne suis pas grand-chose, mais vous voyez, en finissant cette présentation hier soir, je suis tombé sur cette émission de télé au cours de laquelle intervenait notre ministre de la Santé. Et il parlait de ce glissement qu'il va y avoir d'un numerus clausus, et nous c'est un peu comme ça qu'on avait conçu l'entrée dans les études de médecine, vers un numerus apertus qui va complètement changer les effectifs dans les facultés de médecine, et que ça va constituer une des réponses à la désertification, au problème de la désertification, de la pénurie et des problèmes d'inadéquation entre l'offre et la demande de soins. Ça va avoir comme principale conséquence de faire exploser le nombre d'étudiants dans nos facultés de médecine, et c'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Vous voyez que dans tous les cursus, ça va se produire, alors peut-être pas de la même manière dans tous les cursus, mais globalement dans les cursus, au moins de pharmacie, de médecine, odontologie, de maïotique, etc., on va avoir une augmentation du nombre d'étudiants. Et vous allez voir que pour certaines facultés, c'est assez étonnant. Alors, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais vous voyez que
si on prend cette évolution du nombre d'étudiants numerus clausus 2016-2020, numerus apertus 2021-2025, vous voyez, pour certaines universités, ça va correspondre à des augmentations d'effectifs de plusieurs centaines de pourcents. C'est assez impressionnant. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est ce que je vous ai mis en titre, mais c'est où vont aller ces étudiants ? Est-ce qu'on va pouvoir encore les former dans les CHU ? Donc évidemment la réponse c'est oui, et il va falloir rendre ça possible, mais pour bien les former, il va aussi falloir les former ailleurs que dans les CHU, évidemment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en lien avec les CHU. Et bon, une fois qu'on a dit ça, il faut absolument qu'on s'intéresse à la manière dont on forme nos étudiants, puisque vous savez qu'on a tendance un peu à multiplier les réformes pour les études de médecine sur les dernières années. Alors il y a eu les différents cycles qui sont passés. Je vous ai mis une grosse croix rouge sur la PACES, puisque maintenant c'est plus la PACES, c'est un système PASLAS qui va probablement se voir remodifié pour le premier cycle là dans les prochains mois, les prochaines années, pour à visée de simplification, puisqu'il y a énormément de critiques qui sont faites sur cet accès au parcours, enfin aux études de médecine et aux différents parcours d'ailleurs, pas que les études de médecine. Et puis il y a aussi une réforme assez récente du second cycle des études de médecine. Donc là il y a des réformes pareilles au cours des dernières années. Il y a eu de nombreuses réformes pour revoir un petit peu les modalités d'évaluation des étudiants en médecine. Et là on a introduit un nouveau concept dans l'évaluation des étudiants en médecine, en particulier pour le deuxième cycle, dans le cadre de cette réforme deuxième cycle, donc R2C, la notion d'évaluation des compétences. Jusqu'à maintenant, on était très concentré sur l'évaluation des connaissances des étudiants, et on va voir qu'elles ont été revues également, mais il y a eu une nouveauté majeure qui était liée au fait qu'on avait toujours ces critiques du fait que les étudiants en médecine n'étaient pas assez au fait de ce qu'ils allaient trouver dans les services, et en particulier cette prise en charge des malades, l'accompagnement du malade, l'examen clinique, etc., etc. Des choses qui étaient mises en avant à l'oral, mais finalement dans les études, dans les faits, assez peu. Et donc l'idée, c'était de remettre ces compétences cliniques au centre de la formation, en tout cas, peut-être pas au centre, on va voir, parce que c'est finalement un pourcentage qui n'est pas prioritaire, mais dans l'évaluation des compétences de ces étudiants. Et donc, cette R2C, elle s'est associée à une modification de notre manière d'évaluer les étudiants. Il y a 3 grandes cases qui nous permettent d'évaluer les étudiants, 3 grandes thématiques. Les connaissances, on évalue les connaissances, on a envie qu'ils sachent prendre en charge une maladie donnée, un syndrome donné, etc., etc. Donc là, il y a aussi eu un travail sur l'évaluation des connaissances avec une classification des compétences dites de rang A, qui sont celles que tout médecin doit connaître, des compétences de rang B qui sont plus des compétences de spécialistes. Et puis vous avez toujours pareil des fiches avec des items définis que vous pouvez trouver sur les sites que je vous ai mis ici, avec une docimologie qui a également évolué avec cette évaluation des connaissances. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ce que je vous ai mis en rouge, c'est qu'il y a en plus de cette évaluation des connaissances, une évaluation des compétences qui intervient pour 30% de la note finale du concours qui va sanctionner l'entrée dans le 3e cycle et qui va faire qu'un externe devient un interne. Et donc là, je vous ai mis juste un exemple d'item de connaissances. Voilà, vous retrouvez ces fiches LISA sur les sites des 2 institutions que vous avez ici, le CNCEM et puis l'UNES. Et donc cette évaluation des compétences, elle va prendre la forme d'ECOS. Les ECOS, c'est quoi ? C'est des examens cliniques objectifs structurés, vous les avez ici. C'est un outil qui a été importé pour évaluer les compétences de nos étudiants en médecine. Vous voyez, c'est un examen, donc évaluer un candidat et faire que cette évaluation va être reproductible et qu'on va pouvoir comparer ce candidat à un autre candidat. C'est une évaluation clinique, de situation clinique, de la vie réelle, objectif basé sur une grille d'évaluation qui est connue, qui est définie, qu'on peut transposer d'un centre à un autre, et puis structuré. L'objectif, c'est d'arriver à structurer son raisonnement face à une situation donnée. Tout ça, ça s'appuie sur des travaux de pédagogie qui expliquent que globalement,
on a des connaissances, mais ensuite il faut être capable d'appliquer ces connaissances au lit du malade. Et l'idée, c'est de dire que avant de prendre en charge les malades sur des situations auxquelles on n'a jamais été confronté, eh bien, on crée un environnement de simulation qui nous permet de recréer une situation pour que l'étudiant apprennent et n'apprennent pas sur les patients. Et donc on est dans cette avant-dernière case de la pyramide, supérieure de la pyramide. Vous voyez, les échos permettent de démontrer qu'on sait faire, qu'on a une compétence pour prendre en charge les patients. Et à partir du moment où on a dit ça, on a décidé de mettre ça en place, eh bien vous avez alors ce qu'on appelle le vademecum des échos qui nous est transmis par l'UNES et qui nous explique la démarche à suivre pour construire des stations qui vont nous permettre d'évaluer correctement les étudiants sur des tas de domaines de compétences différents que vous avez ici. Vous voyez, ça peut être l'entretien, l'interrogatoire, ça peut être évaluer la capacité d'un étudiant à analyser une radiographie ou un scanner, à faire un examen clinique, à transmettre une information, soit à un autre professionnel de santé, soit à un patient. Et tout ça, ça s'évalue toujours dans ces conditions qui sont très définies, structurées, objectives, etc. Et là, je vous ai mis un exemple de station de départ d'un domaine échos où vous avez un item qui est défini. Ça peut être, c'était prescription d'une insulinothérapie, mais vous voyez, on va voir qu'il y a d'autres exemples évidemment dans la discipline. Et puis on construit comme ça un scénario avec une grille d'évaluation qui va être basée sur les compétences cliniques, mais aussi sur les performances globales, la capacité de l'étudiant à se comporter dans une situation clinique donnée. Et c'est toutes ces choses qu'on évalue dans le cadre de ces stations d'échos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas tout seul pour mettre en place ça dans les territoires et il faut bien comprendre que on a des outils qui nous permettent de nous accompagner, alors qui sont des outils nationaux, mais quand on se concentre sur la mise en place des stations dans notre discipline en médecine intensive et réanimation, on a aussi des outils qui ont été construits pour nous accompagner dans la proposition, l'accompagnement des étudiants et la construction de ces stations d'échos. Là, je vous en présente un. Il y a notre collège des enseignants de médecine intensive réanimation qui met à disposition, alors dans le cadre de différents formats, mais ça peut être des vidéos sur le site que vous pouvez retrouver, ça peut être aussi ce collectif de stations d'échos avec des points clés, mais qui permettent d'accompagner les équipes, et toutes les équipes, c'est pas dédié aux universitaires, c'est toutes les équipes dans la construction de ces parcours. Là, je vous ai pris un exemple. Alors, la structuration, dans le cadre de la mise en place d'une station d'échos, c'est aussi une structuration temporelle, c'est-à-dire que la station d'échos, c'est 8 minutes, et l'étudiant, il est évalué pendant 8 minutes. Et il va faire plusieurs échos comme ça, plusieurs stations, et au final, ces compétences, l'évaluation de ces compétences va contribuer à 30% de la note finale du concours qui va lui permettre d'accéder au troisième cycle des études de médecine. Donc là, je vous ai pris un exemple de station qui est la présentation d'un patient qui est en choc septique sur une pneumopathie communautaire grave, avec une iconographie, un scénario. Là en particulier, c'est pas le scénario, c'est plutôt l'instruction qu'a le candidat, mais il y a la même chose pour les patients standardisés, c'est-à-dire que vous avez, comme c'est de la simulation, vous avez le candidat qui prend la place d'un médecin, qui va évaluer face à une situation clinique, et puis ensuite vous avez des patients standardisés, donc c'est des équivalents d'acteurs qui sont formés à un scénario donné à la station et qui vont nous permettre de jouer dans le cadre de cette simulation une problématique clinique. Donc là, vous avez l'instruction, l'étudiant lit, il prend le temps qu'il veut, le temps qu'il peut pour lire, et puis ensuite il est face à la situation et il doit conduire son interrogatoire si c'est interrogatoire, etc. L'évaluation se fait sur les grilles que je vous ai présentées, et là je vous montre comment ça se passe pour nous dans le service. Alors ce sera peut-être pas encore possible dans un futur proche, puisque peut-être que bientôt les lits seront occupés, mais on a pour le moment une partie du service avec des chambres qui sont complètement équipées et qui nous permettent de vraiment mettre les étudiants dans les situations cliniques, parce qu'ils se sentent dans un service de réanimation. Vous voyez à gauche, c'est le déroulé de la station type, c'est l'organisation dans une chambre d'une consultation pour une problématique donnée. Donc typiquement, c'est ce que je vous ai montré avant, on organise les choses avec des supports type ou clap, etc. Mais ça ressemble à ça, on les met en condition.
Mais ça représente une partie, ça c'est l'évaluation de l'étudiant, et ensuite l'idée c'est d'arriver à prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, refaire le point avec l'étudiant, et puis faire ce qu'on appelle le bilan, alors on appelle ça le débrief, le bilan, on fait un cours derrière, et donc nous à Chalon ce qu'on a mis en place c'est volontairement un bilan qui prend du temps, parce qu'on prend le temps d'être avec l'étudiant. La station d'Ecos, en tout cas moi c'est la vision que j'en ai, la mise en place des Ecos c'est pas juste 10 minutes avec l'étudiant, un quart d'heure avec l'étudiant pour lui faire un listing de ce qui a été mal fait, et ensuite il va voir quelqu'un d'autre. En réalité, si on veut qu'il en tire quelque chose, il faut essayer de comprendre pourquoi les réponses ont été faites ainsi, pourquoi il y a eu des soucis, pourquoi il n'y a pas eu de soucis, ce qui était bien, ce qui était moins bien, et puis prendre le temps de faire ce bilan. Et en général, nous on le fait autour d'un item qui correspond à ces fameuses connaissances qui vont être évaluées également, donc ça permet de boucler un petit peu la boucle, les compétences cliniques, les connaissances, et on prend le temps. Et je prends volontairement le temps. En général, je passe plus d'1 heure avec les étudiants à faire ce fameux bilan pour refaire le point sur ce qui a été fait, mais également apporter des connaissances supplémentaires dans le cadre de toutes les grilles que vous aviez vues. Alors ce type d'initiative, il y en a un peu partout en France. Là c'est un exemple des choses qu'on peut faire et des supports sur lesquels on peut s'appuyer. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, donc encore une fois, moi je suis chef de clinique territoriale, mais il n'y a pas que les chefs de clinique qui participent à ça, et surtout pas parce que des chefs de clinique territoriaux, il n'y en a pas beaucoup, et en gros, des postes supports pour la mise en place de ces enseignements, c'est un peu tous les types de postes. Il y a des praticiens hospitaliers qui, en grande majorité, participent à la mise en place de tout ça dans les territoires et un peu partout. Il y a aussi des enseignants associés qui ont ces fonctions hospitalières, mais aussi des fonctions universitaires. Et puis après, vous avez aussi les effectifs hospitalo-universitaires conventionnels qui, évidemment, peuvent aller dans les territoires et puis nous aider à mettre tout ça en place. De toute façon, c'est toujours fait, en tout cas pour ce qui est de notre expérience chalonnaise, c'est fait en lien avec la coordination et les responsables des formations des ECOS au CHU de Dijon, enfin dans notre CHU de référence. Et c'est vraiment avec eux que ça se met en place. Donc les initiatives pour quel territoire ? J'ai mis ça parce que, on voit peut-être pas la diapositive, mais il y a des initiatives un peu partout, mais il y a encore une grande inégalité au sein des territoires pour la mise en place quand on regarde un petit peu, pour la mise en place de ces initiatives. Le lien avec les collectivités n'est pas tout le temps le même, et ça on en a un petit peu parlé ce matin, mais aussi le temps qu'on peut y dédier dans les services n'est pas le même partout sur les territoires, et ça c'est important de le prendre en compte, et c'est important de l'analyser. C'est important de l'analyser pour essayer de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de mettre en place les leviers pour aussi convaincre les administrations qu'il va falloir le mettre en place. Et pour essayer de faire ça et d'avancer sur ce projet-là, on a validé le lancement d'un projet qui est un projet de cartographie pédagogique d'ampleur nationale, puisque l'objectif c'est quoi ? C'est d'arriver à recenser les initiatives territoriales qui sont prises en matière universitaire et d'enseignement de la médecine, et d'arriver à comprendre quelles sont ces initiatives, de quantifier les initiatives, de savoir quels sont les postes supports qui y sont associés, et de faire ce travail encore une fois, de quantitatif, de cartographier ces initiatives pour pouvoir mieux les comprendre et puis voir dans quel sens on doit aller pour développer tout ça dans les territoires. Donc on en a beaucoup parlé avec alors déjà le Collège des enseignants de médecine intensive réanimation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, alors c'est un projet qui va être porté par la discipline, mais qu'on a eu un accueil très positif des doyens des facultés de médecine françaises, parce qu'ils sont dans l'attente de tout ça. Pour les raisons que j'ai évoquées au tout début, il y a une véritable attente de savoir quelles sont les initiatives qui sont en place dans les territoires et comment on va pouvoir faire pour amener les territoires à développer tout ça, à mieux former nos étudiants, etc., etc. Donc c'est un projet qui a été validé à la fois par le CEMIR mais aussi par la conférence des doyens, et donc on va vous solliciter un peu partout pour essayer de comprendre comment vous faites dans vos territoires, essayer de coucher tout ça sur le papier et puis travailler avec les doyens pour essayer de voir comment on peut amener cet enseignement universitaire dans les territoires et le développer encore un peu mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a des questions de la salle tout de suite ? Oui.
Marie Clavier-Macon. Thomas, juste une question. À qui tu le fais en pratique? C'est des externes, des internes? À qui tu fais? Alors c'est les externes, c'est les étudiants du second cycle. D'accord, parce que vous en avez beaucoup à Châlons, parce que nous on en a quelques-uns, mais pas beaucoup, quoi. On en a de plus en plus. D'accord. Okay. On était à, on va dire, en moyenne 4 externes, et il y a encore quelques mois, oui, c'est ça. On va dire 1 an. Et là, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, et pour des tas d'autres raisons, d'ailleurs, qui ne sont pas que liées à ce qui est en train de se mettre en place à Châlons, d'ailleurs, parce qu'il y a une demande. La demande, elle est, je pense, elle est bifocale. C'est-à-dire qu'il y a une demande du territoire de participer à cet enseignement, mais il y a aussi une demande de nos universités de prendre en charge les étudiants dans les territoires. Et donc là, pour finir de répondre à la question, on est à une vingtaine, probablement qu'on en aura encore un peu plus. Et en réa, à Châlons, à chaque cycle, on a au moins un externe, parfois 2 même. Okay. Il y avait peut-être d'autres questions? En parallèle de l'effort qu'il faut maintenir pour faire venir des universitaires ou mi-universitaires dans les hôpitaux de territoire, comme tu dis. Le CMP-MIR a publié récemment des recommandations pour les fonctions pour les effectifs médicaux dans les services de réanimation. Et dans les fonctions de praticiens hospitaliers, ils ont bien précisé qu'il faut avoir cette fonction de recherche et d'enseignement. Donc il faudra que chaque praticien hospitalier consacre en gros 2 demi-journées par semaine pour cette mission-là. Et je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant, tout de suite, à obtenir ça plutôt que nommer des PU, des attachés partout dans tout le territoire. Donc je pense qu'il faudra qu'on concentre nos efforts sur cette partie-là, en plus de faire venir les universitaires dans les hôpitaux de territoire. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que j'ai dit que ça concernait tous les postes supports, parce que c'est évidemment, d'ailleurs c'est déjà en place, ce sera probablement encore en place, c'est-à-dire que ce sera minoritaire. Les initiatives hospitalières universitaires dans les territoires seront probablement minoritaires. Pour rebondir, le constat, il est clair qu'effectivement le besoin en médecins est tel que le numérus devient apertus et il faut des terrains de stage, et donc les hôpitaux non universitaires, c'est la solution la plus évidente pour trouver ces terrains de stage et proposer des stages, mais ça pose également plein de questions, puisque ça donnerait des nouvelles missions, ça vient d'être dit, aux praticiens hospitaliers qui n'ont pas été formés pour ça, même si on fait de l'enseignement au lit du malade, voire même de façon théorique, de façon habituelle, mais peut-être à notre manière. Et les Écosses, c'est certes apprendre la médecine à des étudiants, mais c'est aussi les préparer à un concours. Moi, en Écosse, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas appris, je connais pas les règles, je sais pas ce qu'on demande, donc j'ai plein de bonne volonté pour le faire, mais il y a un effort de formation de tous les praticiens pour arriver, parce que préparer un étudiant à un concours, c'est pas pareil que lui apprendre la médecine, même si les deux sont importants. Et il y a des vœux pieux de demander à des praticiens non universitaires d'effectuer ce genre de tâches. Probablement qu'il y a aussi de la bonne volonté de la part des praticiens, et encore probablement pas tous. Mais derrière, qu'est-ce qui va être prévu pour que cette formation des étudiants, elle soit efficace, ou le plus possible en tout cas, pour préparer les étudiants. Je crois que là on a un vrai sujet, parce que pour l'instant on n'y est pas du tout, quoi. Mais c'est pour ça que ça passera aussi par l'universitarisation et par des postes universitaires, parce que cette formation, elle va être aussi amenée par les hôpitaux universitaires. Et je rebondis, parce que on m'a dit ça il n'y a pas très longtemps au SELF. On m'a fait la même remarque.
Ah bah c'est super, mais moi je savais pas que ça existait les écos. Ah bah d'accord, très bien. Bah maintenant c'est comme ça qu'on évalue. Non mais c'est important, c'est hyper important. C'est vrai que c'est. Je crois qu'il y a le professeur Mediani. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc une de mes questions, on vient d'y répondre, c'est-à-dire de façon dans la vraie vie, parce qu'on entend tout ce que tu dis et son intérêt théorique, mais dans la vraie vie, comment est-ce que les praticiens prennent ça? Donc je viens d'entendre un témoignage. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que les étudiants prennent ça et quel est leur retour sur cette démarche actuellement? Alors Je peux juste répondre sur ce dernier point, parce que du coup j'ai un œil neutre. Peut-être, en tout cas peut-être un peu plus que toi, les écos les préparations aux écos qui sont faites par Thomas, nos étudiants, ils adorent. Enfin, les retours sont très positifs, je leur demande à chaque fois, et on a des genres de retours, c'est mieux qu'au CHU, quoi. C'est sympa. Bah oui. On est au CREF, hein, alors. Et juste pour pousser un petit peu Thomas là-dessus, est-ce que tu penses qu'au-delà des écos et tout ça, est-ce que le fait d'accueillir les étudiants, mais en plus de leur fournir des enseignements un peu supplémentaires, est-ce que c'est vraiment une monnaie d'échange? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ça peut les retenir dans des territoires comme à Châlons ou ailleurs? C'est difficile, on fait ça pour ça, mais il y a pas mal d'études qui le montrent, c'est que les étudiants ils restent sur un territoire qu'ils connaissent, d'où ils viennent. Donc on fait ce qu'on peut pour leur dire restez, venez, on essaie de faire des choses bien, on essaie de discuter avec les collègues de Dijon, et alors là c'est même pas la discussion, c'est qu'on travaille tout le temps ensemble. Voilà, mais clairement ça marche. C'est pas que comme ça, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, les étudiants, ils sont pas tout seuls, ils ont des compagnons, des compagnes, ils vont fonder une famille, il va falloir trouver du travail, et trouver du travail à Chalon-sur-Saône, trouver du travail à Dijon, c'est pas pareil. Et ça, c'est les problèmes qui sont après liés au territoire, et c'est pas lié à la médecine, c'est lié à la vie. Et donc c'est sûr que on essaie de contribuer comme on peut, mais voilà, même si on essaie de faire bien pour les étudiants, effectivement, et qu'ils en retirent quelque chose, donc effectivement, moi, c'est difficile de... J'ai l'impression que le retour est bon, pour répondre aussi à Monsieur Mediani, mais effectivement, c'est pas à moi trop de le dire, parce que je vais pas dire voilà, il faudrait qu'ils soient là pour en parler, mais j'ai l'impression, effectivement, qu'ils en retirent quelque chose de bien, qu'ils sont contents, et ils sont aussi contents parce qu'ils voient qu'ils continuent à se former, en fait, au-delà du simple fait de dire, de comparer comment c'est fait au CHU, comment c'est fait à Châlons, en fait, on s'en moque un peu, c'est juste que... quand ils viennent à Châlons, ils le font aussi. Et ça, c'est important. À Châlons, dans le territoire, peu importe, encore une fois, c'est fait à plein d'autres endroits. Mais en tout cas, ils ont aussi la possibilité de le faire et ils sont contents de pouvoir continuer à le faire quand ils viennent. Et ça, c'est important. Il y a cette continuité et ça, c'est important. Oui, plus un témoignage qu'une question. Marina Thirion, je travaille à 7 et au-delà de l'universitarisation, il y a aussi la collaboration avec le CHU qui est notre établissement de recours. Nous, par exemple, le CHU de Montpellier a mis en place quelque chose qui est un titre, alors que strict, même pas honorifique, mais qui est accordé à certains PH essentiellement du CHU, mais qui peut l'être hors CHU, qui est le titre de PH chargé d'enseignement, qui permet d'ouvrir par exemple un DU et en tout cas de participer au quotidien à l'enseignement. Alors pour ma part, c'était essentiellement au 3e cycle, mais on peut imaginer que, par exemple, il y a eu un séminaire qui a été organisé tout récemment par le CHU pour les PH chargés d'enseignement, de façon à effectivement apporter cette information ou cette formation à l'enseignement, y compris pour le 2e cycle et les écos. Voilà. D'autres questions? Merci Thomas. Alexandre Benoît, je suis ingénieur clinique et puis en charge du centre d'enseignement et de simulation du territoire chalonnais, donc on se connaît bien. Moi, ma réflexion, c'est aujourd'hui tu nous as présenté un outil pédagogique qui est les écos. Cet outil pédagogique qui fait partie de cette grande famille qui est la simulation. Vous savez qu'il y a beaucoup de centres de simulation qui sont en train de naître ou se développer sur la France entière. La Chaise d'ailleurs a consacré cet outil pédagogique comme un outil de formation essentiel. Est-ce que dans la cartographie, vous avez pensé à mettre en parallèle ECOS, centre ECOS et centre de simulation pour que
les centres de simulation soient valorisés ou en tout cas puissent prendre leur part dans la formation initiale? On n'y a pas pensé encore, mais on n'y a pas pensé parce que le projet il est en train de naître, c'est-à-dire que toutes les bonnes idées seront à prendre. On est en pleine construction, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout récent qui vient d'être validé par la direction du CEMIR, par la conférence des doyens, la présidence de la conférence des doyens, et l'objectif maintenant c'est de se mettre tous autour de la table et de travailler ensemble à ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en avant ce qui est construit dans les territoires, et puis surtout mettre en avant aussi les perspectives qui sont envisagés et les leviers et les moyens qui sont envisagés par tout le monde pour permettre et rendre ça possible. Et donc la simulation en fera partie. De toute façon, c'est un outil de simulation. Et j'en ai pas parlé, mais il y a des stations dites procédurales qui s'appuient sur des mannequins, qui s'appuient sur la simulation au sens technique du terme aussi, et qui exploit ces nouveaux outils qu'on voit de plus en plus un peu partout, hein, dans les CHU évidemment, mais aussi dans les territoires, avec des mannequins, la reproduction de situations très très précises et de situations cliniques, voilà, de notre quotidien, un arrêt cardiaque, un choc, etc. Et donc oui, probablement que c'est des choses qui vont se discuter. Ouais. Après, pour connaître un petit peu la thématique au CHU et m'occuper justement des procédures pour les échos au CHU, c'est pas si simple de mettre en place un partenariat avec l'USIM, par exemple, chez nous, puisque il y a un gros objectif simulation, mais c'est des choses qui sont quand même très normées dans les échos, avec par exemple des mannequins qui sont vraiment uniquement destinés aux échos, c'est que finalement l'USIM n'a pas, parce que c'est un petit peu différent. Donc ils sont très, très demandeurs qu'on fasse ces ponts-là, mais c'est pas toujours si simple à mettre en place. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, si on passe au topo suivant. Dernière question. Oui, bonjour, Yann Ayon à Poissy en région parisienne. L'universitarisation des territoires, c'est une chose avec l'enseignement, mais on ne va pas non plus se faire d'illusions. Tous les CAG ne vont pas avoir la possibilité de devenir universitaires ou avoir des chefs de clinique ou des postes universitaires. En revanche, tous peuvent prétendre à faire de l'enseignement. Et le CEMIR, au-delà de l'universitarisation des territoires, qui est un des projets du CEMIR, il y a surtout répandre l'enseignement, favoriser l'enseignement dans tous les CHG. Un des travails du CEMIR et le CEMIR, enfin le collège des enseignants de notre spécialité a cette particularité, c'est qu'il accueille les non-universitaires au sein de son collège des enseignants, et ce qui est probablement pas le cas dans aucun autre collège des enseignants. Donc c'est une force que l'on a, et un des buts, c'est justement mettre à disposition des centres hospitaliers, des équipes qui sont à même de recevoir des étudiants, ou tout simplement comment faire pour recevoir des étudiants. Et ça, c'est un axe de travail très important, au-delà même de l'universitarisation en tant que telle. Et c'est pour ça que j'ai vraiment présenté les outils qui étaient mis à disposition, et c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Dominique Vaudevard de nous parler du CEMIR, parce que l'idée c'est aussi justement de parler exactement de ça, c'est-à-dire de nous présenter, parce que dans les territoires souvent il y a une déconnexion entre les sociétés savantes, ce qu'elles peuvent proposer, et puis la pratique du terrain. Et la plupart du temps, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, les médecins sont pas au courant, d'ailleurs, mais pas que les médecins, les soignants globalement sont pas au courant que ces sociétés savantes proposent des choses pour eux. Et l'idée c'était d'en parler justement et de mettre ça en avant. Et donc oui, évidemment, tout à fait d'accord. Merci Thomas. Merci. Je propose qu'on passe au deuxième intervenant.